Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour une vidéo très spéciale consacrée à Didi Chandouidoui et au Troodon en collaboration avec mon ami Alexis Rastier. En premier lieu, laissez-moi vous présenter Didi Chandouidoui, pour ceux ou celles qui ne le connaîtraient pas. Didi est un vidéaste qui traite de beaucoup de sujets. Il s'est notamment fait connaître grâce à son concept de 5 théories où il présente diverses théories sur un sujet donné. Les vidéos sont très divertissantes et sont souvent le résultat de beaucoup de recherches. Ce n'est pas vraiment une chaîne d'information, c'est plus une chaîne de relais. Malheureusement, et sinon ce débunkage n'existerait pas, les vidéos de Didi souffrent de certains défauts. Aujourd'hui, je vais m'en prendre à sa récente vidéo sur le Troodon. C'est le premier épisode de son nouveau format où il ne parle à présent que d'une théorie à la fois. Je vais profiter de ce travail pour offrir une critique générale de la méthode employée par Didi dans ses vidéos, comme la façon qu'il a de présenter des théories. Aujourd'hui, nous allons réfuter certaines de ses approximations, erreurs factuelles, et bien sûr la théorie qu'il met en avant. Si vous souhaitez me critiquer dans les commentaires, il n'y a aucun souci. Simplement, regardez la vidéo en entier. Si jamais vous ne l'avez pas fait, ça se verra tout de suite. Commençons la critique. La vidéo se nomme Un dinosaure intelligent, théorie. En gros, comme à son habitude, Didi Chandouidoui va relayer une théorie sur un sujet. Imaginez que les dinosaures n'aient jamais disparu, et que donc, les mammifères n'ont jamais pu régner sur la Terre. On va me dire que je chipote, mais bon. Les dinosaures n'ont pas disparu car les oiseaux sont des dinosaures du sous-ordre des théropodes, proche justement du Troodon dont on va parler juste après. Il aurait été pertinent de préciser qu'on parle des dinosaures non-aviens, et non des dinosaures tout court. On continue. Bon, là il pose la question à laquelle la théorie qu'il va présenter est censée répondre, à savoir, si les dinosaures non-aviens n'avaient pas disparu, quel animal aurait possiblement pris notre place ? Entre les dauphins qui communiquent entre eux, les cochons qui peuvent utiliser des ordinateurs, les corbeaux qui réussissent à utiliser nos outils. Les corbeaux qui sont, je le rappelle, des dinosaures. Il est loin, très loin le temps où on disait que le règne animal était dénué de plaisir, d'envie, de projet et d'intelligence. Et l'une des questions à la fois scientifiques mais aussi philosophiques que je trouve vraiment très intéressante est celle-ci. Est-ce que l'évolution qui aboutit jusqu'à nous, Homo sapiens, être intelligent et conscient est un cas unique, une sorte d'accident de la nature ou bien l'exception qui confirme la règle, ou, au contraire, est-ce que cette intelligence ne serait pas finalement le but de l'évolution elle-même? Et c'est là que ça coince. Didi part du principe que l'évolution aurait un but. C'est une vision finaliste qui n'a pas de sens. Pourquoi l'évolution aurait-elle un but? L'évolution est, tout simplement. Elle ne perfectionne pas les espèces de génération en génération. Les espèces évoluent selon les mécanismes évolutifs. Tout simplement, il n'y a pas d'objectif fixé. D'ailleurs, je dirais même que l'intelligence est très loin d'être un objectif viable, si on suit votre raisonnement. Regardez l'espèce humaine, capable de contourner la sélection naturelle. Une espèce trop intelligente qui finira sûrement par se tuer elle-même en entraînant tout plein d'autres espèces dans sa chute. Le but de l'évolution, vous dites? Plein d'espèces évoluent sans la moindre difficulté, sans avoir nécessairement besoin d'une grande intelligence. Encore faudrait-il que vous définissiez ce terme. L'évolution n'a pas de but, jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que l'évolution ne nous ferait pas évoluer pour que les espèces soient de plus en plus intelligentes? Prêter des intentions à un phénomène biologique. Non. Aujourd'hui, je vous parle d'une théorie assez intrigante, celle de l'intelligence chez Troodon. Troodon, c'est un dinosaure qui a vécu il y a 70 millions d'années, durant le Crétacé supérieur. Il fait environ 50 kg, à peu près 2 mètres, et vit dans l'Asie-Amérique. Où voulez-vous en venir avec Troodon? On ne sait pas vraiment combien il y avait d'espèces de Troodon au total, mais l'une d'entre elles avait des individus beaucoup plus grands, vivant dans des zones glaciales. On ne connaît qu'une seule espèce de Troodon, le Troodon formosus. Et si vous parlez de la famille des Troodontidés, il faut le préciser, parce que sinon ça veut rien dire. Mais alors, pourquoi je vous parle de Troodon? Eh bien, parce qu'il possédait l'un des cerveaux les plus développés du Crétacé. Une cavité cérébrale exceptionnellement grande pour un dinosaure. En plus de cela, il possédait des mains préhensiles et des pouces presque opposables. Alexis? Alors, tout d'abord, on ne saura probablement jamais si Troodon formosus, car oui, c'est la seule espèce du genre Troodon, était bien l'espèce de dinosaure la plus intelligente. Après, il faut savoir que parler d'intelligence dans le règne animal, c'est purement anthropomorphique.
car on juge une autre espèce animale selon nos critères intellectuels, ce qui est forcément erroné. Un animal, quel qu'il soit, est souvent jugé comme intelligent s'il pense et réagit de la même manière que nous, ce qui n'a pas réellement de sens. Et bien évidemment, cela manque de rigueur scientifique. Donc pour revenir au sujet, Didi Chandoudoui fait de l'anthropomorphisme. De plus, il faut savoir que les conditions de fossilisation sont très rarement réunies, ce qui conduit évidemment à des manques importants dans le registre fossile du règne animal. On ne découvrira certainement jamais toutes les espèces et tous les genres de dinosaures, qu'ils soient aviens ou non aviens. Donc inutile d'insinuer que le Troodon est bien le plus intelligent de tous les dinosaures, sachant que visiblement vous ne prenez pas en compte les capacités cognitives des oiseaux modernes, qui sont, comme l'a précisé Giganto précédemment, eux aussi des dinosaures. Le perroquet du Gabon par exemple est capable d'adopter des langages divers, couleurs, piaillements et même communiquer oralement avec nous. Cela démontre donc leur extraordinaire mémoire, et ce sont des dinosaures. Ensuite, on ne connaît pas non plus le comportement de Troodon formosus. Le registre fossile ne nous permet tout simplement pas d'avoir cette donnée pourtant fondamentale. Enfin, d'où vient l'idée que les Troodons ont des pouces opposables? Les mains fossilisées des Troodons étaient pourvues de 3 doigts, par ailleurs assez proches des autres Maniraptors, un clade regroupant les Deinonychosauria, soit les Dromaeosauridés et les Troodontidés, ainsi que les oiseaux et les oviraptomorphes, comme le Gigantoraptor. Il serait donc plus juste de dire que les Troodon formosus étaient pourvus de pouces partiellement opposables, comme la plupart des autres Maniraptors. Par conséquent, cet argument n'est pas valide. J'ajouterai aussi que le caractère de pouce semi-opposable est aussi un caractère commun chez tous les iguanodontiens. Et ça ne leur donnait probablement pas la capacité de créer et de confectionner des outils anthropiques. Ces pouces semi-opposables étaient chez les iguanodontia très utiles pour déterrer des tubercules, ou encore probablement à ramener les feuilles des plantes dont ils se nourrissaient à leur bouche. À vous, allez vas-y à vous, c'est ouf. Bon, remettons quand même les choses un peu à leur place. Troodon, il a pas notre cerveau, hein, ni même celui d'Homo erectus ou encore d'Homo habilis. Mais c'est comme si son évolution le poussait dans la direction que nous avons prise. Source? Non, parce que pour le moment, j'en vois pas tellement des sources. Connaît-on la suite de l'histoire évolutive du Troodon? Pourquoi irait-il dans cette direction? Bref, ça manque de clarté, d'explication et de sources. Et donc, en 82, Dale Russell propose la théorie que Troodon était beaucoup plus intelligent que les autres théropodes et émet même l'idée que s'ils avaient survécu à l'extinction Crétacé-Tertiaire, ils domineraient sur le monde. La fameuse théorie de Dale Russell, relevant en réalité de l'hypothèse coûteuse qui se fonde sur... pour en déduire que les Troodons auraient pu évoluer vers cette espèce d'humanoïde bipède à intelligence humaine. Bon, déjà, anthropocentrisme. Si une espèce est intelligente comme nous, c'est forcément qu'elle doit nous ressembler. Ensuite, cette hypothèse n'est pas vérifiable et relève clairement de la fiction. Et nous, humains, aujourd'hui, eh bien peut-être qu'on serait chassés, ou peut-être qu'on serait dans des zoos, ou pourquoi pas, peut-être que nous n'aurions jamais vu le jour. Par rapport aux autres théropodes, Troodon a aussi plein de petites dents, et possède à la fois des caractéristiques d'herbivore, mais aussi de carnivore, de prédateur. Bah ça tombe bien, une étude a été réalisée au sujet de son alimentation en se fondant sur les serrations du Troodon. Alors effectivement, le Troodon aurait eu un régime plutôt omnivore, avec une quantité non négligeable de végétaux. Mais bon, à prendre avec des pincettes quand même. Et puis, pourquoi préciser son potentiel régime? Il y a plusieurs consensus sur l'alimentation de ce dinosaure. Soit il y a consensus, soit il n'y a pas consensus. Il n'y a pas plusieurs consensus, c'est pas possible, par définition. Mais si un jour on conclut qu'il est omnivore d'un point de vue biologique, cela pourrait en dire long sur l'évolution et l'apparition de l'intelligence. En quoi ça pourrait en dire long sur son évolution? Franchement, cette vidéo fait souvent preuve de trop peu de clarté et d'explication. Être omnivore, et on le sait très bien en tant qu'homo sapiens, confère beaucoup d'avantages si on compte survivre. On peut bouffer où on veut, on peut bouffer qui on veut, on peut bouffer ce qu'on veut, quand on veut. Je ne vois rien à redire, mis à part une petite remarque. Un omnivore peut souvent manger de tout, mais il arrive que dans certains cas, dont le nôtre, ils doivent manger de tout. Problématique quand un nutriment essentiel manque. Étant vegan, vous comprenez très bien ce que je veux dire. D'ailleurs, peut-être même que pour chasser, Troodon a pu confectionner des outils. Il faut arrêter de dire de la merde. L'anatomie des mains à 3 doigts de Troodon formosus ne lui permettait très certainement pas d'utiliser avec aisance des outils anthropiques. C'est-à-dire des outils comparables à ceux qu'utilisaient Homo sapiens, Homo erectus ou encore Homo habilis. Et vous vous en doutez, il s'agit encore une fois d'anthropomorphisme. Car cela voudrait dire que les Troodontidés, et plus largement la plupart des Deinonychosauria, avaient un comportement plus ou moins similaire avec celui des grands primates modernes. Ce qui est pour le moins ridicule.
Enfin, et pour terminer, il n'y a absolument aucune trace fossile d'un quelconque outil utilisé par des troodontidés. On sait que c'était un dinosaure extrêmement social, vivant en groupe, ayant un cerveau plus développé, mais aussi avec des mains préhensiles. Alors, pourquoi pas des outils? On l'a déjà expliqué. Bon, après, comme disent les archéologues... Paléontologue, pas archéologue. Paléontologue. Archéologie, science qui a pour objet l'étude des civilisations humaines passées à partir des monuments et objets qui en subsistent. Et paléontologie, science qui étudie les êtres et organismes vivants ayant existé au cours des temps géologiques basés sur l'observation des fossiles. En gros, un archéologue ça étudie l'Antiquité, les pyramides, la Mésopotamie et tout ce qui va avec. Et un paléontologue ça étudie les ammonites, les trilobites, les dinosaures et tout ce qui va avec et qui est antérieur aux hominidés. À vous là. Déjà que c'est chaud de trouver des outils qui datent d'Homo habilis, ça va être encore plus chaud d'en trouver qui datent de 70 millions d'années. En plus, si les outils sont faits en bois, voilà, ça se peut qu'on n'en trouve jamais. Puis pour les outils, c'est une hypothèse coûteuse et vraisemblablement invérifiable. Pour le moment, rien ne semble pencher en faveur de la théorie relayée sans aucun esprit critique par Didi. Mais sans extinction. Vraiment, imaginez, il n'y a pas eu d'extinction des dinosaures. Est-ce que Troodon aurait quand même survécu? Est-ce qu'il aurait quand même une intelligence proche de la nôtre? Est-ce que ces sociétés ressembleraient à nos sociétés aujourd'hui? Vu que le Troodon a vécu il y a 75 millions d'années et que la crise Crétacé-Tertiaire a eu lieu il y a environ 66 millions d'années, on estime que le Troodon avait déjà disparu avant que l'extinction ait lieu. Au passage, aucun troodontidé n'a été découvert en dessous de 70 millions d'années. Eh bien, figurez-vous que beaucoup de mâles s'occupaient des bébés, des œufs, de la protection du nid, ce qui fait qu'il y a là un gros décalage entre eux et nous. Eux, eh bien ils ont été féministes dès le début. Alors pour les œufs, on aimerait bien avoir la source. D'ailleurs, on a fait nos petites recherches. Après des recherches avec mon ami Giganto sur ResearchGate, qui nous permettent d'avoir accès gratuitement à plus de 100 millions d'études scientifiques, ce qui est énorme, on n'a absolument rien trouvé sur un éventuel mâle troodon fossilisé en train de couver ses œufs. Par conséquent, je ne vois pas vraiment par quel miracle vous avez réussi à vous procurer cette information, qui me semble être rien de plus qu'une part de votre imagination concernant la manière de nidifier chez les troodontidés. Et oui, comme vous l'avez remarqué, je généralise à tous les troodontidés, car que ce soit chez le troodon ou encore chez le Sornithoides, rien. De plus, comment avez-vous fait pour différencier les mâles et les femelles chez les troodons? Car à ce jour, on n'a encore rien dans le registre fossile du troodon formosus qui pourrait correspondre à un dimorphisme sexuel. Donc là, encore une fois, eh bien c'est de la spéculation. Haha. Alors je me suis posé la question durant l'écriture, est-ce que je termine cet épisode sur ce petit trait d'humour? Ou est-ce que je vais encore plus loin dans le raisonnement? Vu que presque tout le raisonnement est erroné, partir sur des bases instables, j'éviterai. Et si, et là vous allez me dire mec, des fois tu vas trop loin. Non mais juste écoutez, et si Troodon avait vraiment survécu? Imaginez, il a survécu à l'extinction du Crétacé tertiaire, il est encore là aujourd'hui. Du coup, il serait pas à l'origine de tous ces témoignages et complots par rapport aux reptiliens? Les Troodons, donc les reptiliens, qui ont 70 millions d'années de plus que nous, 70 millions d'années d'avance sur nous, sont bien sûr donc plus intelligents que nous. Ils peuvent donc nous contrôler? Complot mondial, tout ça, hein? On va passer à la conclusion. Ce qu'on vous reproche ici, Didi, ce n'est pas tellement de relayer une théorie farfelue. Le problème est que vous la relayez sans le moindre gramme d'esprit critique, en laissant évidemment le choix à votre public de faire son propre avis. Et pourtant, et on vient de le démontrer, cette théorie est très facile à réfuter. Ça pose problème car indéniablement, il y a des gens qui vont y croire. Et pour défendre cette croyance, vont utiliser les pseudo-preuves que vous mettez en avant dans votre vidéo. Pseudo-preuves en lesquelles ils vont croire aussi. Ces gens-là peuvent être de bonne foi. Il suffit simplement que le sujet leur soit étranger pour qu'émerge alors cette théorie fictionnelle dans leurs esprits. Surtout qu'en plus, vous faites de la désinformation en tentant de soutenir cette théorie, d'où l'utilisation du terme pseudo-preuve qui renvoie aux différentes erreurs factuelles et méthodologiques de votre vidéo. Sans parler évidemment de ceux qui croient aux reptiliens et qui trouvent dans cette vidéo de quoi délirer encore plus. Dire j'y adhère pas, c'est juste une théorie, je laisse les autres faire leur propre avis, ne marche pas avec moi car je sais que c'est une excuse
astuce facile pour se dédouaner de relayer de fausses informations. Pour terminer ce débunkage en beauté, afin qu'il soit constructif, je vais donner un conseil à Didi Chandouidoui. Faites preuve, s'il vous plaît, d'un peu de scepticisme la prochaine fois que vous relayerez une théorie comme celle-ci. Tentez une approche scientifique en essayant de la réfuter. Ce sera bien plus intéressant et aiguisera votre scepticisme en plus de celui des gens qui vous regardent. J'ajouterai que ça tombe quand même super bien cette critique, car maintenant vous ne parlez plus que d'une théorie par épisode, de quoi l'analyser en profondeur. Tous mes encouragements pour la suite de ce nouveau format, en espérant que vous suivrez mes conseils. Sur ce, merci d'avoir regardé, j'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée, ainsi qu'à faire des suggestions dans les commentaires.